Bonjour tout le monde. Donc, merci de votre présence pour ce webinaire sur les étapes du processus commercial. Je vais juste vous poser une question avant de débuter, c'est est-ce que vous nous entendez bien? Si quelqu'un peut utiliser la fenêtre de chat pour me confirmer que vous entendez bien, eh bien voilà, j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, donc c'est parfait. Donc nous allons débuter ce webinaire, merci de votre présence. Donc je suis Didier Fraisse, je suis le dirigeant de Route to Business, donc qui est un cabinet de marketing et de commerce qui adresse donc et qui travaille avec des éditeurs de logiciels. Je suis avec Pierre Chauty, qui est l'expert commercial de R2B et qui va d'ailleurs présenter la majeure partie de ce webinaire. Je vais juste, moi, de mon côté, faire l'introduction. Et l'introduction, c'est simplement pour situer l'action commerciale, l'action de vente dans la démarche de commercialisation d'une offre logicielle. Juste parce que des fois les commerciaux se sentent un peu seuls dans la vente de leur logiciel, mais pour leur dire simplement qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a normalement une réflexion au départ, et cette réflexion correspond au positionnement, c'est-à-dire qu'on a défini un positionnement sur une cible qui normalement est une cible précise. Ce positionnement, on appelle ça aussi la proposition unique de valeur, c'est-à-dire la proposition de valeur que l'on va vouloir délivrer, et unique dans le sens où on a fait émerger des différenciateurs. Et c'est à partir de cette réflexion sur le positionnement qu'on a défini ce qu'on appelle un marketing mix, qui correspond donc à une offre ou un ensemble d'offres. Pour un éditeur de logiciel, on appelle ça une offre complexe parce qu'elle est composée d'applications, de logiciels, mais elle est aussi composée de prestations de services. On a défini également une communication dont l'objectif chez un éditeur de logiciel qui exerce en B2B est normalement de justement détecter des leads et qui va donc donner un peu du grain à moudre aux commerciaux. Et puis, on définit également comment on le distribue ce logiciel. Et c'est là qu'interviennent les commerciaux. On va distribuer de façon directe avec une équipe commerciale ou indirecte avec un réseau de distribution. Donc, le commerce, la vente intervient à ce niveau-là, c'est-à-dire après avoir réfléchi à une proposition de valeur, défini des offres qui matérialisent cette proposition de valeur, ce positionnement, mis en place une communication marketing qui va transmettre ce positionnement, montrer et démontrer ce positionnement, mais également remonter les leads. Et à partir de là, le commerce prend le lead avec l'objectif, c'est de, à partir d'un lead, faire émerger un projet et derrière arriver à la conclusion d'une affaire. Voilà, donc ce slide et cette introduction, c'était pour introduire et positionner un peu l'action commerciale dans la démarche globale de commercialisation d'un éditeur de logiciel. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre, qui va donc définir les étapes de cette vente complexe. Merci Didier, bonjour à tous, merci d'être présent à ce webinaire. Donc Pierre Chauty, je suis chef d'entreprise et j'ai eu des responsabilités dans le domaine donc de l'édition de logiciels. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu assez rapidement puisque nous avons que quelques dizaines de minutes pour le faire, ce que représentent en fait les spécificités d'un éditeur de logiciel par rapport à son offre. Donc déjà, la vente d'un logiciel, comme vous le savez probablement tous, c'est une vente qui est d'abord n'est pas simple. Quand on dit complexe, c'est vraiment à l'opposé d'une vente simple, puisque d'abord c'est une vente en B2B et qu'elle va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs, il faut les maîtriser pour justement et les comprendre pour justement bien comprendre le processus de vente. Donc en quoi la vente de logiciel est-elle complexe? Eh bien, d'abord, on va vous donner quelques éléments. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, qu'on pourra découvrir aussi. Cette vente est complexe parce que elle nécessite une bonne approche du processus de décision. Pour quelle raison? Très souvent, vous le savez, vous avez une multiplicité de décideurs, d'intervenants, voire de sponsors ou de personnes qui sont, on va dire, nécessaires à contacter dans le cadre du cycle de vente. Ensuite, c'est un cycle en vente long. La majorité d'entre vous ont un cycle compris entre 2 mois et 2 ans minimum. Donc, globalement, ce cycle long nécessite une attention particulière dans le timing et dans la maîtrise des différentes étapes de cette négociation.
Ensuite, elle est complexe pour quelle raison? Bien simplement parce qu'elle fait appel à une connaissance métier, à une expertise. Et c'est cette expertise-là qui fait la différence entre vous et d'autres confrères dans une même offre. Et bien entendu, l'expertise métier, on parle là métier évidemment de vos outils, mais également métier de l'entreprise à qui vous vous adressez, pour ceux notamment qui sont sur ce qu'on appelle un éditeur horizontal, nécessite une connaissance particulière des métiers à qui vous adressez. C'est également vrai pour ceux qui sont des éditeurs verticaux, mais là, en général, l'expertise métier est forcément acquise. Voilà. Bien entendu, cette valeur, cette mise en valeur, elle est très très importante par rapport au positionnement de vos concurrents. C'est pour ça qu'un travail est nécessaire d'études, de recherche sur l'expertise et sur un certain nombre de points qui vont mettre en valeur votre offre. On va y revenir par la suite. Ensuite, pourquoi une offre est complexe? Simplement parce qu'elle prend en compte des responsabilités et des engagements mutuels. Lorsque vous mettez en place une application de ERP ou de CRM, vous impactez très fortement l'organisation de l'entreprise, les fonctions dans l'entreprise, et c'est un engagement également de la part de clients à travailler avec vous. Donc, bien sûr, vous avez souvent un engagement de moyens. Néanmoins, vous savez aussi que les responsabilités sont extrêmement partagées, et elles le sont d'autant plus dans le temps. En général, on n'achète pas un logiciel pour 2 mois, on l'achète pour longtemps. Et par conséquent, les investissements sont relativement importants. Et donc, ça en fait effectivement une décision complexe, forcément. Donc ça, c'est un point important. Ce qui est important aussi dans la partie complexe, c'est que vous devez découvrir l'écosystème de l'entreprise. Évidemment, votre client, ce n'est pas un client qui rentre dans une boutique, c'est un client qui a une histoire, qui a un passé, qui a une fonction et qui a des objectifs bien précis lorsqu'il vient vous voir. Donc ces objectifs, il faut absolument les découvrir et tout le processus de vente complexe en dépend. Ensuite, c'est une vente spécifique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une offre intangible. Elle est difficile à maîtriser tant qu'on ne l'a pas utilisée. Elle est forcément innovante puisque dans le métier du logiciel, vous disposez de nouveautés, d'une innovation et d'une R&D qui est relativement importante. Elle impacte fortement le budget de vos clients et donc les engagements qui en dépendent. Et ensuite, vous avez bien sûr toute la partie connaissance ou réputation sur le marché qui va impacter le processus de vente. J'ajoute pour terminer que effectivement le client peut avoir des risques qui sont perçus et qui sont des risques que vous devez découvrir impérativement, que l'on doit découvrir impérativement si l'on veut les éviter. Voilà pour les principales spécificités donc d'une vente complexe qui est propre à la vente de logiciels. On vient de parler d'expertise. Il n'y a pas d'expertise sans proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qu'une proposition de valeur? Et je m'arrête 2 minutes sur le sujet parce que très souvent, cette réflexion n'est pas vraiment menée ou pas suffisamment menée par les équipes commerciales. C'est réfléchir, mener une réflexion sur le positionnement de votre offre pour toucher la bonne cible client. Alors, bien entendu, vous avez probablement plusieurs cibles clients, mais ce qui est important, c'est de définir une proposition de valeur dans votre offre qui va résoudre un problème client sur une cible bien déterminée. En clair, vous ne pouvez pas avoir la même proposition de valeur pour plusieurs cibles en principe. En général, chaque problème client s'adresse à une cible particulière et un discours marketing commercial, donc un argumentaire commercial qui va mettre en évidence une proposition de valeur. Donc là, il est très très important d'amener une réflexion et l'objectif quand même de cette réflexion, c'est vraiment de faire émerger cette proposition de valeur en fonction d'une cible client pour résoudre un problème. Alors, les points clés de la réflexion du commercial, on va s'arrêter sur quelques points clés. Les 3 points clés sont les suivants. Pourquoi la vente complexe appelle des réflexions sur l'entreprise et son environnement? Donc ça, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire pour connaître l'entreprise et son environnement.
Bien entendu, on ne s'adresse pas à une entreprise sans connaître son histoire, sans connaître, comme je le disais, ses décideurs, son circuit de décision, mais également ses objectifs sur le marché. Forcément, cette entreprise a un problème, donc il faudra découvrir quel est le problème et quel est son objectif. Et si elle vient vous trouver pour une application, c'est qu'elle imagine simplifier un certain nombre de choses, optimiser un certain nombre de choses ou devenir plus compétitive, plus agile vis-à-vis de ses concurrents. Deuxième point clé de la réflexion du commercial, c'est ce que nous venons de découvrir, c'est comment la proposition de valeur peut résoudre le ou les problèmes de la cible choisie. Et là, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, important de travailler sur chacune de vos cibles de façon à avoir une proposition de valeur qui va être le point de base de votre argumentaire client. Il ne s'agit pas d'argumenter sur 15 points différents, mais d'argumenter sur vraiment la proposition qui va résoudre le problème de votre client. Troisième point important de réflexion du commercial, c'est comment démontrer la valeur de votre offre par votre expertise. Il est plus intéressant, bien entendu, de démontrer votre expertise et que le client l'intègre dans sa réflexion plutôt que d'attendre la fin de la négociation pour montrer que vous êtes bien reconnu sur le marché. Alors, il y a plusieurs moyens, évidemment, de démontrer votre expertise, mais si on peut lister ces moyens et si globalement vous avez bien en tête la liste des compétences que vous pouvez mettre en évidence de votre entreprise, mais également de vous-même, vous démontrerez de facto la valeur de votre offre. Par conséquent, c'est quelque chose d'inhérent, on va dire, à la démarche du commercial. Voilà, donc on a vu un petit peu le contexte, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va passer aux étapes de la vente. On peut considérer, même s'il y a très souvent des étapes intermédiaires, qu'il existe 4 étapes pour bien mener votre négociation commerciale. La première, et qui est sans doute la plus importante, c'est étudier son prospect. Bien entendu, c'est détecter les prospects, le lead et le marketing, on peut détecter ses prospects et après avoir déterminé la cible, comme on l'a dit précédemment. Donc, il faudra étudier son prospect, ensuite comprendre son prospect. Là, on est dans la phase de découverte de premières étapes. Ensuite, on passera à une étape qui est l'étape de construction pour gagner. Cette étape-là permet de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour arriver au succès de la vente. Et ensuite, comment, en phase de conclusion, être vigilant sur un certain nombre de points pour gagner, puis développer les affaires autour de ces succès. Donc, je vous propose déjà de mettre un focus sur les 2 phases qui sont les plus importantes. La première, c'est la partie préparation de la vente qui représente 90% de réussite de la vente et qui s'appuie globalement sur 3 points importants. L'entreprise et son environnement, l'interlocuteur ou les interlocuteurs, influenceurs, décideurs, techniques, etc., acheteurs et autres, les besoins et les motivations de l'équipe constituée pour l'achat du logiciel. Donc, cette préparation, c'est la phase de découverte qui va s'appuyer. Donc, je vous propose de faire un focus sur cette phase de compréhension du prospect qui est vraiment essentielle et sur laquelle trop souvent, on passe vite. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déceler un certain nombre de choses importantes. Elle paraît parfois un peu fastidieuse parce qu'elle nécessite un nombre de questions ouvertes ou fermées avec le prospect, parfois plusieurs rendez-vous, mais la compréhension de votre interlocuteur et de son environnement et du contexte est indispensable. Donc cette phase va permettre de comprendre l'entreprise et son contexte, de mener une démarche cohérente en phase avec le client, c'est-à-dire, comme j'appelle ça, le win-win, le gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'attend votre client et qu'est-ce que vous attendez de votre client? Comprendre l'environnement technique, donc vous pouvez le faire seul ou en appui avec un avant-vente, un chef de projet ou un spécialiste des outils lorsque forcément il y a des fonctionnalités complexes. Et donc l'environnement technique nécessaire est indispensable, notamment pour la partie intégration. Donc j'insiste un peu sur ce point, c'est que souvent la partie intégration est une des clés du succès et de la vente. Déterminer le périmètre décisionnel, donc qui décide
qui consulte, mais quels sont l'ensemble des interlocuteurs à qui vous devrez vous adresser à un moment ou à un autre. En tout cas, le périmètre décisionnel doit être impliqué dans la démarche de vente, bien entendu. Et très souvent, on se retrouve en phase de conclusion avec de nouveaux interlocuteurs qu'on n'avait pas forcément détectés auparavant. Donc, il est important de mettre tout en œuvre au départ par un certain nombre de moyens pour impliquer le client et connaître le périmètre décisionnel. Ensuite, préparer un argumentaire solide. Eh bien, cette phase de compréhension du prospect, cette phase de découverte, elle a pour objectif justement de préparer un argumentaire pointu, solide et pas trop large. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déballer un ensemble d'avantages qui sont peut-être déjà connus des clients, mais de cibler véritablement cette proposition de valeur. Et ensuite, les techniques de vente qui peuvent être le son cas, c'est-à-dire les motivations psychologiques du client, la capacité de réponse aux objections, etc., vont vous permettre de mener des rendez-vous construits dans la durée, hein, comme on l'a dit, sur des durées parfois longues et surtout efficaces. Deuxième phase importante qui est la phase de conclusion. Donc je passe un peu pour l'instant sur les phases de qualification et de construction que vous connaissez déjà bien. Donc cette phase de conclusion est souvent la plus délicate, on va dire. Elle doit s'appuyer sur différents points. D'une part, s'assurer du circuit de décision. Encore une fois, dans la vente complexe et la vente de logiciels, il est nécessaire de s'appuyer et de s'assurer sur le circuit de décision avant que celle-ci n'arrive. Ensuite, il faudra valider les enjeux et le timing. Le client n'a pas forcément les mêmes enjeux et le même timing que le vôtre. Donc, ça peut être un timing sur une saisonnalité, sur des projets qui sont en train de se dérouler dans l'entreprise où la DSI vous demandera peut-être de passer avant ou après. Mais le timing vous permettra de ne pas disperser vos forces dans la négociation commerciale. Troisième point indispensable, la démonstration. Cette démonstration, elle est très souvent mal préparée, elle ne répond pas forcément aux critères du client, elle n'est pas forcément faite aux bonnes personnes et elle doit répondre à des critères bien précis, notamment en termes de timing. La majorité d'entre vous doivent essayer de la faire intervenir le plus tard possible. Une démonstration trop tôt, c'est souvent une démonstration qu'on doit refaire plus tard. Et une démonstration qui n'est pas forcément très bien préparée dans l'avancée du projet. Là encore, il peut y avoir également des exceptions. Parfois, la démonstration peut être une sorte de prérequis ou une sorte de validation, on va dire, de l'adéquation, on va dire, des fonctionnalités au projet du client. Ensuite, vous devrez préparer une proposition ou une offre qualitative. Donc, il y a un certain nombre d'ingrédients qui doivent composer cette offre. Là aussi, on voit des disparités très, très importantes entre les éditeurs sur le contenu de cette offre et sur la façon dont on présente l'offre. Alors, quand on dit qualitatif, c'est pas simplement quantitatif, c'est aussi avec un certain nombre de points d'annexes qui vont rassurer le client, qui vont appuyer votre proposition sur des études de cas, sur des clients existants, sur des références. Donc, on doit absolument travailler sur l'ensemble des documents qui composent une proposition, en n'oubliant pas de la personnaliser. Ensuite, dans cette argumentation de la proposition, vous devrez traiter les principales objections de vos clients. Là encore, les objections peuvent être très, très diverses et vous devez vous armer pour répondre à ces objections les plus courantes. Donc, s'armer, ça veut dire écrire les objections, quelles sont les plus courantes et comment je peux y répondre ou les contourner de façon à les traiter et à me mener jusqu'à la conclusion. Dernier point de la phase de conclusion, comment conclure? Quelles sont les méthodes pour la conclusion? Comment faire en situation de difficulté? Et bien sûr, comment contractualiser? Puisque la conclusion, c'est pas simplement un accord verbal, c'est un ensemble de documents à signer, d'engagements mutuels et éventuellement de contrats qu'il faut échanger avec le client. Donc, la phase de contractualisation est indispensable pour arriver à une conclusion définitive. Ensuite, il faut utiliser cette conclusion et cette réussite, ce succès commercial pour capitaliser sur des clients similaires, sur des cibles similaires, en utilisant évidemment cette dernière référence et en accord avec ce dernier client pour éventuellement aller chercher de nouveaux clients
sur recommandation, sur prescription ou simplement sur une prospection ciblée de votre part. Donc, si je résume les points clés de la vente, il y en a 5. Je répète un petit peu en résumé ce que nous avons vu. C'est la vente complexe nécessite 4 étapes distinctes, dont une phase de découverte qui est vraiment la plus importante. La phase de qualification sur laquelle nous ne sommes pas arrêtés aujourd'hui détermine l'engagement nécessaire, c'est-à-dire les moyens nécessaires, le go, no go, etc. Et surtout la bonne stratégie de réponse. Il y a une réponse par type d'offre, hein, forcément par client plus exactement. Donc là, il est important d'adopter la bonne stratégie avec une réflexion. La démonstration, qui est une étape clé, intervient au moment opportun, c'est-à-dire qu'elle doit être choisie et c'est vous qui la pilotez. Ce n'est pas le client qui décide du lieu ou du moment de la démonstration alors que vous n'êtes pas prêt ou que lui-même n'est pas prêt. C'est important que vous puissiez piloter jusqu'au bout le bon moment de cette démonstration pour la réussir. Et enfin, une proposition qualitative qu'on vient de lire doit répondre aux besoins et respecter le budget du prospect. Ensuite, bien entendu, comme on l'a dit, tout au long de la négociation, il vous faudra apprendre à maîtriser et à détecter la réponse aux objections jusqu'à la conclusion, de façon à ce que ces objections ne deviennent pas un obstacle insurmontable ou une raison de refus de votre proposition. Enfin, comme on l'a dit, capitaliser sur votre client pour initier de nouveaux projets en utilisant les possibilités d'études de cas avec votre client, de témoignages ou d'articles rédactionnels avec lui et de capitaliser dans son environnement professionnel, évidemment. Voilà, donc je crois que j'ai fait un tour assez rapide des problématiques qui sont liées à la vente d'un éditeur qu'on appelle vente complexe. Je vous remercie et je laisse, on va peut-être répondre à un certain nombre de questions, mais je laisse Didier poursuivre le dernier slide. Voilà, c'est le moment de poser des questions si vous en avez, en utilisant la fenêtre de chat. Pendant ce temps, on vous informe donc sur cette démarche de vente complexe pour les éditeurs de logiciels. R2B propose une formation qui d'ailleurs est animée par Pierre et qui a des objectifs extrêmement précis. C'est la prise en compte du métier d'éditeur de logiciels et de l'évolution de ce métier. C'est travailler cette réflexion sur le positionnement et sur la proposition de valeur liée donc à vos offres et aux services et à votre offre globale complexe. C'est l'acquisition de ces réflexes qui vont permettre de suivre ce process de vente et ces étapes de vente. Cette formation est composée de beaucoup d'exercices qui commencent dès cette réflexion sur la proposition de valeur jusqu'à la conclusion. Donc voilà, cette formation, c'est une formation de 2 jours que l'on délivre dans les principales villes de France et qui est prise en charge à 100% par le FAFIEC dans le cadre de ces actions collectives. C'est-à-dire que c'est pas dans le cadre d'un plan de formation, c'est vraiment dans les actions collectives, donc ça ne grève pas le plan de formation de l'entreprise. Voilà, donc vous avez des informations sur les villes et les dates au lien qui est indiqué sur ce slide. Donc, je vois qu'il commence à y avoir des questions, donc on va les regarder. Je termine sur ces formations. Il y en a une autre qui peut être intéressante pour vous, qui est également une action collective pour le FAFIEC, qui est la formation stratégie marketing, qui travaille d'ailleurs sur le positionnement et sur l'offre, et qui peut aider des commerciaux à comprendre cette proposition de valeur et à mener cette réflexion sur la proposition de valeur, qui est vraiment importante, et à comprendre les éléments clés qui vont aider à vendre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ces formations. Ça peut aussi vous aider à non seulement prendre du recul sur vos pratiques, mais aussi à rencontrer d'autres éditeurs de logiciels avec qui vous pourrez partager un certain nombre de choses sur les techniques et les pratiques, les façons de faire. Oui, j'ajoute juste pour terminer que cette formation donc se déroule sur 2 jours consécutifs. Elle s'adresse aux commerciaux juniors ou seniors, hein, l'un ou l'autre. Ça n'a pas le mélange est au contraire très très intéressant. Qu'ils soient plus ou moins expérimentés, mais également en provenance d'autres métiers. Nous avons souvent des gens qui sont d'origine technique, chefs de projet ou ingénieurs avant-vente, qui ont simplement besoin de travailler sur leur méthode commerciale. Et donc, nous avons souvent ce type de profil dans les formations. Voilà, donc si vous avez envie de comprendre et d'améliorer vos pratiques commerciales et bien sûr vos résultats, voilà, on a un certain nombre d'exercices pratiques tout au long de la formation qui permet d'échanger, de travailler sur vos cas personnels.
Donc, il y avait une question qui était sur la formation qui se tient à Paris les 4 et 5 avril. Est-ce que vous faites la formation donc, à Paris? C'est Pierre donc, qui anime cette formation les 4 et 5 avril, qui est un peu complexe. Dans le même lieu, il y en a une sur la stratégie marketing et celle-ci, c'est moi qui l'anime. Et c'est Pierre qui anime toutes les formations vente complexe pour éditeurs que l'on délivre dans toute la France. Je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, il y a une autre question. Quelles sont les questions clés à poser pour connaître le processus de décision? Je te laisse répondre, Pierre. Les questions clés à connaître pour connaître le processus de décision, ça vient souvent dans la première phase de rencontre avec le client, où vous devez justement découvrir avec un certain nombre de questions ouvertes et fermées ou miroirs. Bon, ça, on ne comprend pas trop dans le détail. Effectivement, quelles sont les personnes qui sont impactées par le projet? Donc, dans les questions, effectivement, il est important de ne pas s'arrêter à c'est vous, monsieur, qui êtes en charge du projet, c'est qui devra à un moment ou à un autre être consulté. Ça peut être un groupe d'utilisateurs, ça peut être un comité de pilotage, ça peut être un certain nombre ça peut être le directeur financier, voire le juridique. Donc, il est important que vous ayez les bonnes questions dès le départ pour effectivement, donc on peut avoir toute forme de questions, ça ce qu'on fait dans les exercices pratiques en fait sur le sujet, pour effectivement être certain que votre interlocuteur ne soit pas le seul et l'unique, mais très souvent il y a une multiplicité. Voilà. Donc oui, il y a un certain nombre de questions à poser qui sont des questions sur le processus de décision dans son ensemble. Alors, il y a d'autres questions. Hein. Juste, j'essaie de regarder pour y voir un peu mieux là-dessus. Voilà. Alors, comment bien jongler entre ces deux aspects et lequel appuyer le plus? Donc là, peut-être, il faudrait voir sur quelle référence on fait. Alors, il y a peut-être une autre question de la même personne. Dans la vente de logiciels, on est confronté à deux aspects. Le premier est le technique, convaincre des techniciens sur les performances du logiciel. Le second, plus émotionnel, sympathie pour la marque et reconnaissance. Comment jongler sur ces deux aspects Eh bien là, on est en phase en fait d'une multiplicité de décideurs, hein, des gens qui sont consultés techniquement et des gens qui sont plus marketing. Donc, il va falloir prendre en compte effectivement ces deux aspects lors d'une réunion et la démonstration ou la phase préparatoire de questions d'intégrer et faire participer ces personnes dans la décision et dans l'étude du cahier des charges. Donc là, pour me rappeler juste la question, globalement, c'est comment entre les aspects techniques qui sont nécessaires à la vente du logiciel, l'approche technique du logiciel et l'aspect relationnel, on va dire, sympathique. Ben, en fait, vous êtes obligé de travailler sur les deux tableaux, c'est-à-dire que chaque client ou chaque interlocuteur a ce qu'on appelle un profil psychologique, ce qu'on appelle le son cas. Là, typiquement, dans la partie technique, il va falloir répondre sur peut-être le confort, l'ergonomie, la sécurité de l'application, alors que sur l'aspect sympathie, vous aurez plus l'aspect, on va dire, sympathie du vendeur, sécurité de la société et référence de la société, des cas similaires avec lesquels vous avez travaillé, tout ce qui peut être de nature en général à rassurer le client dans votre expertise, votre capacité à répondre aussi bien techniquement que dans le suivi du client. Moi, je rajouterais pour cette question, c'est que parmi ces deux aspects, quand on prend l'aspect relationnel, l'aspect sympathie, qui pour moi, il est une des qualités principales du commercial, mais qui va aller jusqu'à l'expertise du métier de notre client, et c'est celle qui intervient d'abord. Et c'est ensuite, c'est-à-dire que le commercial, son objectif, c'est de traiter le pourquoi d'abord. Et derrière le comment, qui est la partie technique, je pense que c'est quelque chose qui vient donc dans un second temps. Mais si on est très fort sur l'expertise métier de son client, la partie technique va être moins difficile, quoi. Oui, parce que vous aurez démontré votre expertise technique, hein, donc ça ne sera pas nécessaire. Très souvent, l'intervention à deux, c'est-à-dire alors successivement ou en même temps, avec un pilotage en général par le commercial, l'intervention d'un ingénieur ou d'un technicien ou d'un développeur ou d'un chef de projet évidemment sur les aspects fonctionnalité est importante. Mais on ne doit pas mélanger les deux réunions. Une réunion technique n'est pas une réunion commerciale.
commercial. Donc, il y a les différents aspects à traiter et elles peuvent se traiter avec des interlocuteurs différents chez vous comme chez le client. Alors, je passe à l'autre question. Est-il possible de revoir ce webinaire? Oui, ce webinaire est enregistré et la vidéo de ce webinaire sera disponible sur notre site internet dès cet après-midi. Autre question. Faut-il envoyer une maquette PowerPoint pour résumer la prochaine démonstration? C'est intéressant comme question. C'est intéressant parce que alors, c'est pas forcément pour résumer, c'est simplement pour bien mener la démonstration dans ce qu'elle doit démontrer. Vous n'allez pas démontrer toutes les fonctionnalités, vous allez faire un focus sur ces fonctionnalités, sur celles qui intéressent le client, à condition, effectivement, et là le PowerPoint peut être utile, c'est-à-dire de convenir avec le client ce qu'il veut aborder. Quels sont les points qu'il veut aborder, quels sont les points qui pour lui sont importants, ou les points qui doivent être montrés à l'assemblée qui participera à la démonstration. Il peut y avoir des gens qui sont responsables de service, qui soient aux achats, qui soient parmi les utilisateurs. Donc, il est important de s'adresser à toutes les personnes présentes. Donc, ce PowerPoint peut être un moyen de préparer effectivement la démonstration, de bien la préparer et de vous appuyer là-dessus lorsque vous allez démarrer votre démonstration en disant à votre client, bah, écoutez, voilà, donc nous avons préparé la démonstration avec les différents thèmes. Les points qui seront abordés aujourd'hui sont les suivants. Et vous allez vous appuyer sur ce qui aurait été mis en appui au travers de votre PowerPoint préalablement. Et donc ça, c'est bien un moyen de mener une démonstration, de ne pas se laisser embarquer finalement sur un certain nombre de points qui n'avaient pas été évoqués avant la démonstration. Dans vos expériences, les premières démonstrations peuvent-elles s'organiser avec plusieurs prospects à la fois ou faut-il réellement privilégier une démonstration one-to-one? Alors, je peux répondre à cette question oui. Parce que moi, j'ai ma vision vraiment là-dessus. Je pense qu'une démonstration ne se fait pas avec plusieurs prospects à la fois. Une démonstration avec un client doit prendre en compte le besoin du client et les besoins sont différents suivant les prospects. Et donc, c'est pour ça que je pense que une démonstration se fait one-to-one et uniquement one-to-one. On peut commencer au travers de webinars marketing à montrer quelques brides particulière de son logiciel au travers de webinar marketing, mais en commençant par se centrer sur une problématique bien précise, et ça va être juste un aspect de son logiciel qu'on va montrer à la fin de ce webinaire. On a parlé du contexte de l'entreprise et du contexte décisionnel. Typiquement, dans une démonstration à plusieurs prospects, vous ne pouvez pas prendre en compte ces aspects-là. Donc, c'est fortement déconseillé, sauf comme le dit Didier, au travers d'un webinar ou d'une présentation, on va dire, quelconque. Hein, mais voilà, c'est pas une démonstration qui doit conduire à une vente. Alors, y aura-t-il des formations au mois de juillet, août? Août, non. Juillet, il est possible qu'on en fasse en juillet si Pierre a envie de travailler. Je ne sais pas si je vais avoir vraiment travaillé en juillet, mais vous avez les dates qui sont marquées sur le site donc, de Road to Business, les dates qui sont prévues, et on est en train de rajouter effectivement des dates en France et à l'étranger à partir du mois de juillet. Donc, il y a des chances qu'au mois de juillet, on puisse encore faire quelques inters, et sinon, on fera des intras pour ceux qui le décident, ceux qui le veulent, on peut faire des intras, donc qui sont spécifiquement réservés à vos besoins, à votre équipe évidemment. Hein, donc là, on peut avoir 4, 5, 6 personnes qui font partie de l'équipe commerciale et on va travailler de manière plus spécifique sur vos besoins, sur votre offre et sur votre démarche commerciale. Il y a Berikia qui insiste un peu. Il va falloir faire quelque chose. Pour le mois de juillet, je vais dire. Je suis d'accord avec vous sur le fait d'attendre pour ne pas proposer une démonstration trop tôt. Cela dit, souvent, c'est les prospects qui le demandent rapidement. Absolument. Comment les faire patienter? Ah ben là, il faut suivre la formation pour le savoir. Non, en fait, évidemment, le plus dur pour le commercial, c'est de résister à la demande du client. Et si vous mettez comme préalable, comme prérequis lors des premiers entretiens, votre méthode de fonctionnement en termes de démonstration, en termes de démarche, vous pourrez expliquer au client pour quelles raisons vous ne faites pas de démonstration dès le départ. Cela dit, certains éditeurs utilisent aussi les démonstrations comme étant un moyen de mettre un terme ou pas à la poursuite de la négociation ou des entretiens. Ça peut se justifier en fonction de certains types d'applications, effectivement. Mais effectivement, là, c'est très difficile pour le commercial de résister à la demande du client, mais ça, c'est un préalable que vous devez expliquer dans votre démarche dès les premiers entretiens.
Alors, dans le même registre, Il y a des arguments. Hein. Dans le même registre, c'est un peu la question qui continue. Et pour les clients qui ne sont pas matures, avec qui on a échangé et qui souhaitent fortement une présentation et pas un webinaire marketing, une démo one-to-one peut être une perte de temps, malheureusement. C'est ça. C'est tout à fait vrai. Et une des principales pertes financières des éditeurs de logiciels qui se chiffrent en millions de dollars, c'est vraiment le temps passé à faire des démonstrations qui n'aboutissent pas à la vente. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut retarder au maximum le processus de vente. Et c'est pas parce que vous ferez une démonstration que vous allez pouvoir conclure. Donc, vous pourrez à tout éventuellement motiver votre client, mais s'il n'a pas ni les finances, ni l'accord de sa direction, ni les moyens de s'engager dans ce processus, il sera très content d'avoir eu votre démonstration, mais il n'ira pas jusqu'à la conclusion. Donc, il faut garder le suspense jusqu'au bout. Conseil. Connaissez-vous le secteur des collectivités? Alors, on a quelques clients, éditeurs de logiciels, effectivement, oui, qui interviennent sur le secteur public, comme Berger-Levrault, avec qui on est intervenu sur une approche commerciale en mode service et pas en mode formation. On a aussi travaillé avec MG10 dans ce domaine-là. MG10 aussi, il y en a d'autres, oui. Alors, il y en a d'autres, mais là, c'est vrai. Alors là, je fais juste une parenthèse sur le sujet. L'accès au marché public est assez différent en termes de démarche, puisque vous avez un cahier des charges sur lequel vous devez candidater et répondre, et vous avez une démarche qui est souvent déjà préalable. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus contraint en termes de démarche. Néanmoins, la préparation d'une démonstration ou même de la proposition peut être travaillée, on va dire, sur le sujet. Après, c'est vrai que la démarche de réponse au cahier des charges est assez cadrée. Voilà. Comment différenciez-vous dans le processus l'étape de démonstration et l'étape de POC, Proof of Concept? Ouais. Les attentes sont-elles différentes? Oui, absolument. La démonstration n'est pas un POC. Un POC, ça va bien au-delà de la démonstration. C'est-à-dire que c'est une démonstration avec les données du client, avec l'environnement du client, avec les intitulés du client. Et donc, c'est carrément, pratiquement ce qu'il aura s'il devient client. Donc, un POC, c'est un engagement de moyens important qui peut se justifier ou pas en fonction d'une part, de la maturité du client et de son avancement dans le processus de décision, mais également dans la valeur de votre offre. Si vous devez faire un POC de 3 semaines sur une offre à 3 000 €, ça va être compliqué d'expliquer à votre direction que vous avez mobilisé 3 ou 4 personnes pendant ce délai-là. Donc, c'est important. Il y a vraiment une distinction à faire entre démonstration. Et d'ailleurs, on l'explique en principe avant de faire une démonstration. Lorsqu'on ne fait pas des démonstrations spécifiques, on explique qu'on est sur un jeu de données standard ou on est sur une activité qui n'est pas forcément celle du client, même si vous pouvez faire des parallèles. Un POC, on a vraiment une réflexion poussée avec un paramétrage propre au client. Et là, ça peut même aller jusqu'à la nécessité de demander au client d'engager financièrement un travail avec vous sur le sujet. Ça dépend du niveau de POC. En termes de documentation commerciale, la description fonctionnelle détaillée de plusieurs dizaines de pages est-elle encore d'actualité? Est-ce vraiment bénéfique? C'est un piège aux objections. Oui, voilà. C'est donner un peu de bâton pour nous faire battre, on va dire. Disons que c'est quelque chose qui doit arriver dans un second temps, mais surtout pas d'abord pour vos concurrents d'une part, et d'autre part pour le client, vous risquez plus de l'embrouiller plutôt que de lui donner ce qu'il attend de voir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend réellement. Est-ce que vous croyez qu'une fonctionnalité avec vos propres mots, il va vraiment la comprendre ou est-ce qu'il va l'interpréter? Donc c'est le risque que l'on a à vouloir trop détailler les fonctionnalités d'une plaquette publicitaire, une plaquette de présentation. Comment rapidement déterminer le budget du prospect? Car souvent, nous avançons une démarche commerciale alors que nos produits ne correspondent pas. Eh bien, tout simplement en abordant l'aspect du budget très rapidement. Il est évident qu'un client peut penser 100 quand vous pensez 200 ou 1000 quand il pense 100. Donc, il y a vraiment une problématique. Alors, où le client est mature et s'est déjà renseigné sur le marché, et là, par conséquent, on va dire à périmètre constant ou offre constante, il y a peu d'écart de prix, il peut y avoir peu d'écart de prix, donc les budgets sont à peu près connus. Mais la première des choses, c'est effectivement de poser la question, c'est est-ce que votre client a une idée du budget de ce type d'application et vous devez peut-être, et c'est ce que je conseille dans certaines formations, travailler sur une fourchette de prix qui va dépendre d'eux, comme vous savez, ça peut être à partir d'eux, mais on peut avoir des multiplicateurs relativement importants de votre offre. Donc, vous ne pouvez pas répondre précisément à une offre de prix tant que vous ne connaissez pas
les options de vos logiciels nécessaires, le temps nécessaire d'intégration ou de l'implémentation ou du déploiement. Donc, il est important, effectivement, peut-être de valider le niveau de fourchette de prix avant de s'embarquer sur quelque chose pour lequel le client n'est pas encore très renseigné. Je crois qu'on a épuisé toutes les questions et donc il nous reste à vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à nous contacter même pour de nouvelles questions, voilà, et vous connaître simplement le programme de formation qui est d'ailleurs en principe en ligne, je crois, dédié sur le site. Oui, absolument. Il est en ligne. Donc je rappelle, c'est pris en charge à 100% dans le cadre des actions collectives par le FAFIEC. Il vous suffit de vous inscrire sur le site et vous pouvez directement demander la prise en charge par le FAFIEC de cette formation et vous inscrire aux différentes dates qui sont indiquées. Oui. Je fais un peu de vente sur la fin, vous m'excusez, mais non, c'est simplement du renseignement, mais tout est bien indiqué. Ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et vous dire à bientôt pour un autre webinaire ou une formation. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Ça va, la réponse? C'est fait là? T'inquiète, allez, faut couper le.